Vigilia Global, nota G, comunicado oficial. Como diáspora nicaragüense, en la ciudad de París, ante la situación de represión, violencia excesiva y graves violaciones de derechos humanos que enfrenta la población de Nicaragua, a partir de las protestas masivas del 18 de abril, nos reunimos. Lo que sucede en Nicaragua no es una guerra, pues no hay enfrentamiento entre dos grupos armados. Esto es una masacre por parte de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y grupos parapoliciales, turbas y juventud sandinista afines al régimen Ortega Murillo, en contra de ciudadanos desarmados. 2. La protesta, movilizaciones masivas, barricadas y tranques establecidos en todo el país son pacíficos y han sido reprimidos por el gobierno con armas de fuego y francotiradores. 3. El uso desproporcionado de la fuerza letal hacia los manifestantes y población en general ha sido constatado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en su informe final, presentado recientemente ante la Organización de Estados Americanos, OEA, y que califica algunas muertes como ejecuciones extrajudiciales. Como consecuencia, hasta el 25 de junio, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ANPDH, contabiliza al menos 285 personas asesinadas, 1.500 heridos, en su gran mayoría en el contexto de las protestas, al menos 507 detenciones ilegales, en su mayoría de jóvenes y adolescentes, varios víctimas de tortura. Manuel, tout d'abord je précise, ce n'est pas votre vrai nom. Vous avez demandé à ce que votre identité donc, ne soit pas révélée, car vous êtes très impliqué donc, dans la lutte pour la liberté et la démocratie au Nicaragua, qui est votre pays. Bon. Exactement. Alors, tout d'abord, bon, le Nicaragua étant un pays qu'on ne connaît pas très bien en France et dont les médias français ne parlent absolument pas, il faut dire ce qui est, est-ce que vous pourriez nous rappeler en quelques mots ce qui se passe aujourd'hui au Nicaragua et pourquoi c'est grave? Alors, ce qui se passe en ce moment au Nicaragua, c'est une violence d'État systématique qui réprime quasiment la plupart des jeunes, pour ne pas dire toute la population en général. Tout a commencé avec une réforme de la sécurité sociale qui n'a pas été bien reçue par les citoyens, ce qui fait qu'ils sont sortis dans les rues pour essayer de manifester, et là je parle des étudiants. Néanmoins, les étudiants se sont fait réprimer d'une façon disproportionnée et très violente, amenant à la mort de plusieurs d'entre eux, ce qui a transformé le mouvement d'un mouvement anti-réforme sociale à un mouvement simplement pour avoir des droits fondamentaux, pour le respect des droits constitutionnels de mobilité, de manifestation, à la vie. Donc cette réforme a, pour ainsi dire, mis le feu à la poudre après 10 ans où la société civile ne pouvait pas ou ne se sentait pas de sortir dans la rue pour exprimer ce qu'elle ressentait vraiment, comme par exemple avec la réforme constitutionnelle qu'a engagé Daniel Ortega pour se faire réélire. Personne n'est sorti dans la rue, ce qui me semblait un peu bizarre. Mais maintenant, 11 ans après son élection, et suite aux violences, plus de 280 morts en 2 mois, presque 2000 blessés, une trentaine de disparus actuellement. On n'a pas réussi à les quantifier encore. Mais c'est une situation inaudite, c'est quelque chose qui dure et qui durera pendant un bon moment, je pense. Il faut se pencher vers le Nicaragua. Alors le Nicaragua, c'est assez compliqué parce que ça représente la deuxième révolution armée du continent, ce qui fait qu'on a beaucoup de gens, enfin plutôt de partis, comment dire, qui supportent Daniel Ortega, donc de la gauche latino-américaine comme le Venezuela ou la Bolivie, qui les aident constamment. Et donc c'est difficile de porter des actions quand on a peur d'être réprimé, en fait, parce qu'on voit les tendances qu'ont pris les 2 autres pays, ou en tout cas pour le Venezuela, et je me dis que je ne veux pas que ça devienne comme ça.
Vous parliez de Daniel Ortega, le président nicaraguayen. Il y a une chose qu'il faut rappeler à son sujet, c'est qu'au départ, sous la dictature Somoza, c'était dans les années 70, il était un chef révolutionnaire, ce qu'on appelait sandiniste. Donc ensuite, venu au pouvoir, lui-même a instauré une dictature. Il en a été donc évincé aux urnes en 1990, donc. Mais il est revenu, comme vous l'avez dit, il a été réélu par la suite, plus tard, donc en étant sur un programme très différent. D'ailleurs, son co-listier la dernière fois était un ancien membre des Contras, c'est-à-dire donc la rébellion armée de droite, qui était soutenue à l'époque par la CIA et la junte argentine. Alors le problème, c'est que malheureusement, bon, on a connu ça aussi en Amérique latine, des gens qui sont des révolutionnaires eux-mêmes deviennent des dictateurs, ou alors des dictateurs qui se font virer du pouvoir, puis reviennent sous une autre forme. Le plus célèbre, c'était Fidel Castro à Cuba, il n'y a pas eu que lui. Alors le sentiment des Nicaraguayens, par rapport au contrôle qu'ils ont de leur vie, par rapport à leur liberté de décider de la manière dont ils veulent être gouvernés, leur liberté de décider de leur économie, de leurs infrastructures. Aujourd'hui, on voit quand même une rage qui explose au Nicaragua. On voit que, comme vous l'avez dit, il n'y a pas que cette question de sécurité sociale. Alors, quel est le sentiment ambiant et pensez-vous que, vous avez dit que ça allait plus loin, est-ce que vous pensez qu'on est en train d'assister vraiment à plus qu'une contestation sur la sécurité sociale et quelque chose qui va déboucher sur autre chose, par exemple une autre forme de gouvernance? Oui, oui, je pense cela. Il y a quelques jours, Sergio Ramírez a dit dans ses propres mots qu'on était en train de souffrir des douleurs d'accouchement. C'est-à-dire que pour lui, je rappelle, Sergio Ramírez a été vice-président d'Ortega et il vient de gagner le Premio Cervantes en Espagne. Donc il a dit qu'on allait passer par des douleurs d'accouchement pour essayer de donner naissance à quelque chose de nouveau, quelque chose qui va changer l'échiquier politique au Nicaragua, étant donné qu'on a beaucoup d'émergence de mouvements jeunes. Et c'est justement ces mouvements jeunes qui se font réprimer par le gouvernement, car ils savent que toute l'élite politique est corrompue et que si Ortega, Rosario Murillo et Gustavo Porras, le chef de l'Assemblée nationale, tombe, tout va commencer à tomber aussi autour d'eux. Alors, pour répondre concrètement à la question sur quel est le sentiment des Nicaraguayens par rapport à leur vie, je vous dirais qu'on est frustré. C'est une frustration qui peut être tangible dans le cadre du dialogue, par exemple, où le gouvernement, enfin, je dis dialogue, c'est dialogue, hein, le gouvernement voulait avoir un dialogue avec la société civile, néanmoins, à tous les arguments de renforcement des statuts démocratiques ou renforcement institutionnel que voulaient les citoyens pour améliorer la situation du pays, avec moins de corruption, avec moins d'usage disproportionné de la force, à cela, le gouvernement n'a répondu qu'avec des arguments économiques. C'est-à-dire que clairement, les citoyens sont là dans une situation où ils se sont frustrés. Cette frustration va augmenter dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, je pense, car le gouvernement ne pense pas sortir. Ils ont dit qu'ils ne partiraient pas. On voit ce qui se passe à Monimbo, à Masaya. C'est un quartier indigène de la ville de Masaya, donc qui est phare, qui est un symbole de l'ancienne défaite du dictateur Somoza. Et c'est un symbole très important pour le régime Ortega qui, pour la première fois, n'a pas pu se rendre cette année à Monimbo dans l'événement du repliegue, qui est le repli stratégique et l'assaut final qu'avait donné le Front sandiniste en 1979. Donc ça montre bien, cette histoire de Monimbo, que même le bastion qui supportait Ortega depuis le début n'est plus avec lui, et donc il est en train de commencer à perdre ses bases sociales qui l'aidaient. Donc voilà, donc on est concrètement dans une situation de frustration qui, j'espère, ne va pas empirer, emmener des choses plus violentes. Alors, ce qui est ennuyeux, c'est qu'ici en France particulièrement, déjà pays où, comme je le disais, le Nicaragua n'est pas forcément très connu, on a une image qui est parfois, ou du moins qui l'a été, plutôt romantique, une image politique avec effectivement les sandinistes, qui sont dans la réalité, on le voit bien, loin de l'héritage de Sandino, donc au Nicaragua. Oui, vous parliez également de la gauche sud-américaine qui a connu des déboires, vous parlez du Venezuela, la Bolivie, on pourrait aussi parler de ce qui est arrivé à Dilma Rousseff et Lula da Silva au Brésil. Donc on a ce prisme-là qui, pour certains, ne permet pas de voir les choses de manière juste. On pense toujours aux sandinistes, on oublie, tant qu'à parler de ça, les jeunesses sandinistes qui sont un organe paramilitaire, qui tue, qui blesse impunément avec le soutien de la police nationale au Nicaragua. C'est pas vraiment ce dont on peut rêver quand on est quelqu'un de progressiste. Alors aujourd'hui, un public français auquel on ne parle pas jamais du Nicaragua, que ça
qui est un pays qui n'intéresse pas nos médias. Qu'est-ce que vous voudriez dire, qu'est-ce que vous voudriez qu'ils comprennent et surtout, pourriez-vous leur dire pourquoi c'est, malgré l'éloignement géographique, culturel, tout ce qu'on veut, c'est essentiel, c'est important qu'on vous soutienne? Alors, je vais répondre peut-être en 2 points d'abord. Premièrement, c'est important que vous nous souteniez car on constate avec nos camarades d'autres pays dans l'Amérique latine qu'il y a une dérive autoritaire en ce moment et les abus des droits de l'homme sont quelque chose de récurrent dans la plupart des pays d'Amérique latine en ce moment. Que ce soit le Brésil, que ce soit le Venezuela, que ce soit la Colombie, tous les pays, les leaders sociaux sont assassinés ainsi que les défenseurs de droits humains. Alors nous voudrions être écoutés afin d'éviter que cette vague se propage et qu'arrive dans d'autres pays aussi où la situation n'est pas encore désespérée. Le Nicaragua, hélas, représente une idée romantique, comme vous le disiez tout à l'heure, dans le sens où c'était le 2e pays à arriver à une révolution armée après Cuba dans les années 79 et qui représentait beaucoup d'espoir pour la gauche internationale. Néanmoins, cet espoir est tombé. Même Pepe Mujica a dit que la gauche, si elle avait fait une erreur, il faudrait qu'elle se relève. Il faudrait recommencer. Là, Ortega viole clairement tous les principes et préceptes de la révolution qui était pourtant censée défendre, pour laquelle beaucoup d'internationalistes sont aussi venus au Nicaragua, des gens venus d'ailleurs, alors même de France, de beaucoup de pays. Alors il est important que le monde sache en fait quel est le vrai visage de cet homme. Il a peut-être eu un rôle important dans les années 79, effectivement parce qu'il a aidé à libérer le pays de la dictature, mais cela ne sert à rien si nous retombons dans la même chose. Nicaragua est un pays qui n'a pas eu de processus de justice transitionnelle à la suite de la chute d'Anastasio Somoza, ce qui fait que nous avons réemprunté les mêmes dynamiques institutionnelles ainsi que beaucoup de contacts. Maintenant on peut voir des gens qui travaillaient comme tortionnaires dans l'État. C'est quelque chose d'assez insensé étant donné que le gouvernement se présente comme un gouvernement socialiste, chrétien et solidaire, alors qu'il a déjà à son actif 285 morts. Je ne pense pas que ce soit vraiment le credo d'un gouvernement ni socialiste, ni chrétien, ni solidaire. À cela, je voudrais peut-être rajouter qu'il est important aussi de rendre compte que ce n'est pas le sandinisme actuellement, mais c'est plutôt l'orteguisme. J'aimerais bien faire une différenciation par rapport à ça, vu qu'on a tendance à faire un amalgame et nuancer que l'orteguisme, c'est celui qui envoie les nouvelles jeunesses sandinistes dans la rue pour tuer en échange de 500 Cordoba et un plein de nourriture, ou bien pour de la protection, parce que maintenant on a entendu dire qu'ils parlaient juste de protection. Comme la situation s'aggrave, ils leur disent eh ben, si vous êtes de notre côté, on vous assure votre protection. Donc voilà. Donc oui, il y a une nuance entre l'orteguisme et le sandinisme. Le sandinisme, beaucoup de gens encore au Nicaragua défendent l'idée même du sandinisme, qui sont les valeurs principales de la révolution, alors on voit une scission entre le sandinisme et l'orteguisme des gens qui se trouvent dans les rues en train de réprimer le peuple. Pour moi et pour beaucoup de gens, l'orteguisme c'est ça. C'est c'est un bras beaucoup plus violent, beaucoup plus radical et oligarchique si vous voulez. On voit que tous les membres de la famille Ortega occupent des postes sensibles au gouvernement, au ministère économique. Il y a un népotisme... c'est juste insensé. Les gens, ça fait 10 ans qu'ils vivent ça, ils voient un simple exemple, les arbres de la vie qui ont été créés par Rosario Murillo. Donc pour rappel, les arbres de la vie sont des structures métalliques très hautes qui coûtent beaucoup d'argent. Je n'ai pas les chiffres là tout de suite, mais ces arbres ont été montés par des entreprises du gouvernement évidemment, et elles sont aussi sauvegardées par des entreprises comme Goliath, qui est une entreprise de la famille Ortega. C'est-à-dire que c'est un circuit fermé dans lequel, oui, on a certes des bons chiffres au niveau du FMI, des bons indicateurs macroéconomiques, mais il n'y a pas de répartition, tout reste dans les mêmes mains. Donc, un combat qui est juste, il faut comprendre et qu'il faut soutenir. Exactement. Manuel, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.